Acknowledge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Bryce Alexander. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Salut, ben déjà ça me fait plaisir. Merci à toi de l'invitation. Moi c'est Bryce, j'ai 20 ans, ça fait maintenant 2 ans que je lutte sur le circuit indépendant québécois, 3 ans que je m'entraîne. J'ai lutté un petit peu partout au Québec, j'ai aussi fait des tours en Ontario, puis je vise les États-Unis puis l'Europe d'ici 1 an ou 2. Ça fait plaisir parce que tu vois, au moins on est de la même génération, donc du coup on pourra parler un petit peu de pas mal de choses parce que tu vois, je veux dire, on aura quand même des références vu qu'on est à peu près, donc du coup c'est cool. Tu verras, la première question elle est très simple, c'est la même question que je pose à tout le monde, c'est comment tu... Alors si parfois, tu sais, ici nous en France on dit catch, je sais que chez vous on dit lutte, j'en suis... Ouais. Je vais essayer de dire lutte, mais je vais juste savoir, c'était quoi ta première connexion justement avec le catch? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, tu vois, à la télévision, à l'école? Comment tu découvres le catch pour la toute première fois? Moi, en fait, j'ai la plupart de mes amis, à chaque fois qu'on en parle, eux autres, c'est dès leur enfance, leurs parents étaient fans ou leurs grands-parents, ils allaient voir des shows indépendants. Moi, c'était pas ça du tout. J'ai découvert la lutte, j'avais 10 ans. Avant, j'avais aucune idée que ça existait. On était en voyage scolaire à Toronto. Ouais, c'est ça, que quand j'avais 10 ans, j'étais peut-être en 5e année. Puis il y avait un couvre-feu à 10 heures, sauf que évidemment, on l'écoute pas parce que on a 10 ans, on n'a pas le goût de se coucher à 10 heures, on est en vacances. Fait que je suis en train de zapper les chaînes de la télé de l'hôtel. Et on est un vendredi et ça tombe sur SmackDown. SmackDown en 2016, meilleure époque de SmackDown, honnêtement, même si je suis biaisé. Fait que c'est ça, mon premier match de lutte que j'ai vu de ma vie, c'était Jinder Mahal contre John Cena. Terrible. Oh, ok. Très mauvais match, mais je suis comme resté accroché depuis ce temps-là. Puis après ça, j'ai commencé à écouter juste SmackDown parce que ça passait sur TVA Sport à ce moment-là, qui est comme la chaîne gratuite que t'as au Québec. Fait que j'écoutais juste SmackDown. Puis un peu plus tard, j'ai eu le WWE Network où j'écoutais les pay-per-view. Après ça, j'ai commencé à écouter Raw. Puis à cette heure, j'écoute un peu de tout. J'écoute la GCW. J'écoute New Japan avec des amis des fois. J'écoute la AEW toutes les semaines. La WWE, ça me gosse un peu en ce moment. Là. J'aime pas leur booking. Fait que... Je peux tout à fait comprendre. Bon, moi, qui est un grand fan de John Cena, tu es tombé sur l'un de ses pires adversaires et je suis sûr que ça doit être un des pires matchs parce que on a connu tellement mieux. Je voulais savoir, à l'époque, tu avais déjà entendu un petit peu parler du catch. Est-ce que, par exemple, genre tes parents, tes grands-parents regardaient ou pas du tout? Non, c'était vraiment une découverte totale. Aucunement. J'avais jamais entendu parler de ça, puis je comprenais pas trop au début parce que je me disais, tu sais, j'avais 10 ans, c'est quand même un peu vieux pour découvrir la lutte puis se dire, ben oui, c'est 100% vrai. Mais tu sais, je me disais, OK, il se fesse, mais il y a comme un côté que je sais pas si c'était tout vrai. Puis après ça n'a pas été long que j'ai compris que c'était pas vrai. Mais non, j'avais aucun lien avec la lutte. Il y a une petite anecdote que mon grand-père m'a raconté par la suite. C'est le seul lien familial que j'ai avec la lutte. Dans les début des années 80, Hulk Hogan, le Géant Ferré, puis je pense que c'était Pat Patterson ont voulu se commencer une fédération au Québec. Et c'est mon grand-père qui gérait leur compte parce qu'il travaillait à ce moment-là à la banque. Oh. Et il a fait une erreur où il a oublié un 0 en donnant leur compte. Fait qu'il est allé dire à son boss d'aller dire à Hulk Hogan et le Géant Ferré qu'il manquait 20 000 dans leur compte. Puis qu'il avait l'argent, c'est juste qu'il était pas dans leur compte en ce moment parce qu'il avait oublié un 0 en le marquant. Puis son boss, il a mis une main sur l'épaule puis il a fait « Écoute mon pit, tu vas aller leur raconter toi-même. » Fait que t'as mon grand-père qui rentre dans la salle d'attente puis qui va dire à Pat Patterson, Hulk Hogan et le Géant Ferré qui sont 20 000 $ dans le trou. Ouh, ça, franchement, non, mais alors, c'est pour ça qu'il faut tout le temps faire attention hein, quand il y a des dépenses, des choses comme ça. Non, mais c'est incroyable comme anecdote, là. Là, franchement,
C'est ouf. J'aurais pas aimé être à la place de ton grand-père. Et du coup, Oh my God. ça s'est passé comment? Ils l'ont bien pris, ils l'ont mal pris? Apparemment, ça s'est bien passé. Quand ils ont su que l'argent existait encore, ça s'est bien passé. Ok, ça va, tant mieux. Mais parce que non, mais c'est vrai parce qu'à l'époque, ça aurait pu très 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 vite dégénérer ou quoi que ce soit. Hein. À l'époque, c'est vrai que c'était Ouais, pas. surtout avec des lutteurs. Là. Tu regardes à l'époque de Haku, là, Oui. t'écoutes des anecdotes, pis t'es comme, c'est sûr que c'est pas légal, ça. Et pareil, je voulais savoir à quel moment toi tu t'es dit bah voilà pourquoi pas moi essayer de me lancer dans la lutte. Est-ce que tu as eu un élément déclencheur et si oui c'était quoi cet élément déclencheur? Oui, j'ai eu un énorme élément déclencheur. En fait, c'est très triste, mon début dans la lutte. C'est le décès d'un ami, en fait. Ok. J'avais un de mes amis, dans le temps du COVID, tout le monde jouait aux jeux vidéo, fait que ça permettait de rencontrer des gens d'un peu partout dans le monde. Et j'ai rencontré quelqu'un en Belgique Ok. qui s'appelait Étienne. Fait Ok. que on a commencé, on jouait à Fortnite, à GTA, j'y ai fait jouer à NHL aussi, puisque lui était pas un grand fan de hockey. On a joué quand même, parce que moi, oui. Fait que autour de 2021, 2020-2021, puis malheureusement, il a pogné un cancer très rapidement et il est décédé. Fait que, mais j'y parlais de lutte et c'est toujours un gars qui m'a dit, ben si t'aimes la lutte, va en faire. Genre, il y a rien qui te l'empêche. Fait que après m'être morfondu pendant un an, en 2023, j'ai décidé enfin de faire un move puis de me dire, Chris, je vais aller faire de la lutte. Je vais aller m'entraîner. J'ai cherché une école, j'ai trouvé le dojo de l'IWS. C'est là que je suis allé commencer à m'entraîner puis ben, comme de fait, à cette heure, ça marche bien. Fait que c'est vraiment ça. J'ai écouté les conseils d'un de mes amis. Puis c'est pour ça aussi j'ai fait le Forever Rumble de Mystery Wrestling il n'y a pas longtemps pour la Fédération canadienne du cancer. Puis c'est à lui que j'ai dédié mon moment dans le Rumble. Fait que c'était très un peu cathartique entre guillemets de faire un show pour le cancer alors que c'est ça qui m'a amené dans la lutte. Ouais, c'était aussi un peu plus également si plus un par curiosité, mais beaucoup plus également pour rendre hommage également à cet ami là. Ouais. Ok. Ouais, exactement. En fait, c'est ça. C'est que je me suis dit, écoute, pourquoi pas l'écouter? Puis si tu sais, si je le fais puis ça marche pas, au moins je l'ai fait. You miss 100% of the shots you don't take. Fait que c'est vraiment ça. Ok. Non mais très bien, mais c'est original parce que tu vois, au moins tu vois quelqu'un et tu vois ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de l'extérieur. C'est comme quand tu vois par exemple ça va pas ou quoi que ce soit que t'as un problème, bah c'est vrai que moi on me dit toujours parle à quelqu'un que tu connais pas, tu verras que ça te fait du bien. Et là tu vois c'est effectivement le cas et je trouve ça très cool. Je voulais savoir c'était quoi un peu la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans le catch. Est-ce qu'ils l'ont bien pris? Est-ce qu'ils étaient surpris? Bref, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, ils l'ont bien pris. Je te dirais, ils étaient plus comme étonnés, justement. C'est comme, ah, Ok. toi? OK. Écoute, ça c'est très très drôle. J'ai jamais aimé les chaînes YouTube comme Jackass ou ces affaires-là. Parce que j'ai jamais aimé me faire mal. Ok. J'ai toujours, j'ai toujours été quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Fait que je pense que ça a surpris ma famille quand j'aurais dit ouais, moi je vais aller me garrocher sur le dos puis donner des coups de poing d'en face au monde. Puis non, mais il était très encourageant, pour vrai, très encourageant. Ma grand-mère pensait que c'était du MMA, fait qu'elle a un peu paniqué. Mais non, pour vrai, j'ai pas eu aucune opposition dans ma famille, ni dans mes amis d'ailleurs. C'était très très cool. Tout le monde était de mon bord, fait que c'est très le fun, non? J'ai rien de négatif à dire là-dessus. Du coup, tu arrives pour la première fois dans cette école de catch. La veille, est-ce que tu es un peu, je sais pas moi, un peu soucieux parce que bah, c'est vrai que c'est un peu une découverte pour toi parce que toi, la seule référence c'est le John Cena Jinder Mahal Ouais, et c'est puis ça. après là, le fait de pratiquer, c'est complètement différent parce que c'est vrai qu'en général, on se dit toujours, tu vois, enfin c'est vrai qu'on se dit jamais, tu vois, genre c'est pour nous quoi que ce soit. Puis une fois qu'on est dedans, moi je dis c'est tant que tu n'essayes pas, tu peux pas savoir si oui ou non en fait Ouais. c'est pour toi. Moi je vois plus les choses dans ce point-là. Comment ça s'est passé? Est-ce que déjà la veille, tu étais stressé quand tu savais que le lendemain, tu devais faire ton premier entraînement? Ça s'est passé comment? Peut-être t'arrives un peu à dormir ou pas du tout? Oh oui, ça s'est très bien passé là-dessus. Parce en fait, j'étais pas stressé parce que j'avais aucune attente.
Ok. C'est surtout ça, je savais pas à quoi m'attendre. J'avais sincèrement aucune idée à quoi m'attendre, quoi faire. Fait que je suis arrivé là, puis c'est shout-out Alex Mays, d'ailleurs. C'est lui qui a fait la majorité de mon entraînement. Mais c'est ça, il m'a pris à part. Il est comme, ben écoute, voici ce que c'est. Signe le waiver. Puis après ça, j'étais allé bumper, puis il m'a chopé. C'était pas mal ça. C'était mon premier cours, c'était apprends les bumps, puis mange-toi des chops de tout le monde. Alors, du coup, cette espèce de baptême de feu, comment tu l'as vécu? Très mal. Ouais. Très mal. Ça fait mal. Encore aujourd'hui, je déteste les. Je pense qu'il n'y a aucun lutteur qui sincèrement aime se manger des chops. Là. Ouais. Il y en a qui vont essayer de se mentir à eux-mêmes ou de se convaincre que ça leur dérange pas, mais je pense qu'il y a personne qui aime les chops. Il y a personne qui se lève le matin et qui dit moi je veux me faire claquer de chest aujourd'hui. Oui, non, mais tu sais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi parce que j'avais déjà fait un entraînement et tout, et le fait juste de m'être pris un atémi, je fais, ah putain, donc du coup, déjà, ça commence par un atémi, puis après, quand il y avait des soumissions, mais moi, en fait, le problème, c'est que j'étais pas assez souple, donc du coup, bah, pour me prendre une soumission, c'était très, 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 très compliqué, tu vois, moi, j'étais un peu pareil que toi, tu vois, enfin, j'avais du mal, entre guillemets, à me laisser faire, tu vois, je me protégeais de trop. Ouais. Il y avait juste encore, tu vois, les chutes, j'avais un peu plus l'habitude, comme moi je venais du judo, j'ai déjà fait du judo, je sais pas si toi t'as déjà fait des sports de combat étant plus jeune ou pas du tout. J'ai fait du karaté quand j'avais genre 7, 8, 9 ans. Fait que, mais non, je pense pas vraiment que ça compte, là, j'étais pas très bon. Mais ça a dû être bon quand même pour les chutes, t'as dû, parce qu'on chute au karaté, non? Non? Non. Non, les chutes, j'ai dû tout apprendre par moi-même. Mais ça a été long pour vrai. Je suis vraiment un slow learner au grand désarroi de mes coachs. Là. Je suis vraiment quelqu'un qui a. C'était pas long à m'expliquer, mais c'était long à ce que je l'aille. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Puis des fois, il faut être honnête avec soi-même. S'il y a des affaires qui étaient pas bon, ben c'est ça qu'il faut que tu pratiques. C'est bien beau pratiquer ce que tu es bon dedans. Puis écoute, c'est sûr que ça va aller mieux là-dedans. C'est plus facile pour toi. Mais s'il y a quelque chose qui marche pas, ben c'est ça qu'il faut faire. T'sais. Et ça va quand c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça l'entraînement. Quand t'es arrivé le premier jour, t'as été bien accueilli. Ça c'était aussi important pour toi. Ça a beaucoup joué pour la suite parce que c'est vrai qu'en général, quand on arrive dans un endroit et qu'on n'est pas, enfin, je dirais pas qu'on n'est pas vraiment accueilli, mais si on se sent pas déjà, tu vois, à l'aise dès le début pour continuer après dans cet endroit, je pense que c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que t'as été bien accueilli, toi, au tout début par les autres? Très, très bien accueilli, très, très bien accueilli. Pour vrai, il y a personne qui m'a fait de problèmes au début. Après ça, c'est sûr que plus longtemps tu es au dojo, plus longtemps tu t'entraînes. Puis ça, c'est le cas dans n'importe quoi. Plus longtemps tu crées des relations avec quelqu'un, j'ai envie de dire, plus tu vas voir à qui tu t'entends puis à qui tu t'entends pas. Puis si tu t'entends pas avec quelqu'un, ben ça va toujours. Ça va souvent empirer avec le temps, mais au début. Mais c'est ça, tu sais, je pense que la lutte, c'est comme n'importe quel sport d'équipe. Là. Il y a des collègues. Il y en a, c'est tes amis, il y en a, c'est tes coéquipiers, puis il y en a, c'est des collègues. Des fois, t'as pas envie de te retrouver dans le ring avec quelqu'un que t'aimes pas, comme ça au moins tu peux te dire ça vois-tu? Au moins je peux lui péter la gueule. Non, mais ça, j'ai absolument pas ce problème-là parce que je pense que c'est pas la place. Ouais. Tu sais, sincèrement, je pense que c'est pas la place de gérer ses problèmes sur le ring parce que t'as une responsabilité en tant que lutteur qui est de protéger ton adversaire. Puis si tu le donnes sa nuque, tu le protèges pas. Puis deux, tu donnes pas un bon show non plus. Puis je pense qu'il y a aucun lutteur qui se dit « Ah, soir, je vais lui casser la gueule, je vais le faire saigner. Puis je donnerai pas un bon show. » Tu sais, parce que un, tu protèges pas ton adversaire. Puis ça, c'est pas bon parce que ça reflète un, mal sur toi. Puis deux, t'as blessé quelqu'un. Deux, tu donnes pas un bon show. Trois, c'est sûr t'es plus jamais booké là-bas. Parce que si le booker, il voit que tu fais juste pater la gueule d'un gars dans un ring, shoot, ben moi, si je suis booker, je veux pas rebooker ce gars-là. Ouais, bien sûr, ouais. Tu sais, parce que c'est clairement, c'est un problème backstage, puis je veux pas de problème backstage si je suis promoteur. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Je pense que c'est pas la place. Si t'as des problèmes avec quelqu'un, faut en discuter. Ou faut
avoir une espèce d'entente non verbale que on interagirait, on n'interagira pas. Comme ça, il y aura pas de problème. Je pense que c'est vraiment ça les deux options là. Non, mais c'est bien parce que en tout cas, tu vois, ouais, c'est ça aussi que tu vois que ça me fait plaisir, c'est que on sent vraiment que on t'a bien éduqué et c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai que tu vois, comme on dit en général, bon, ouais, il est jeune, tu vois, ça fait quoi, ça fait même pas 2 ans qu'il est dans la lutte et tu sors des trucs. Non, mais honnêtement, franchement, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais tu vois, ça fait plaisir, tu vois, d'avoir des personnes comme toi qui sont certes, qui sont jeunes, mais qui sont déjà matures et qui comprennent des choses. Parce que tu vois, j'aurais pu très bien poser ça la question là à un jeune et un jeune aurait pu très bien te dire ouais bah au moins tu vois je peux lui péter la gueule ou quoi que ce soit, tu comprends un petit peu ce que je veux dire. C'est ça que ça fait plaisir en fait. Écoute, je te dirais d'expérience, les seuls à qui tu swings plus fort c'est tes chums. Ok. C'est moi quand je me ramasse dans le ring avec mes amis là, c'est là qu'on rentre nos shots là. Il y a comme une espèce de concours de bits là, entre amis de ah tu vas voir c'est moi qui va te fesser le plus fort par m'amener t'en colissine, t'es comme ok c'est bon. Je voulais savoir c'était quoi à tes tout débuts ce qui était le plus compliqué pour toi. Est-ce que c'est le fait de je sais pas moi shoot la foule directement? La foule, immédiatement, j'ai même pas besoin de penser à ça. Ok. L'interaction avec la foule, c'est quelque chose qui est très peu naturel pour la plupart des gens. Fait que c'est quelque chose qui est très, très difficile puis qui est très long aussi à développer, très long à worker correctement parce que, tu sais, c'est quelque chose, moi, mettons, j'ai un background de théâtre et d'improvisation plus que de sport de combat. Fait que, tu sais, je suis habitué d'être devant une foule, mais je suis pas habitué d'interagir avec la foule. Ok. Là, c'était très tough. C'était très tough au début, toute ma première année, de vraiment d'écouter la foule. Puis ça l'est encore un peu aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile. Je suis mieux capable d'avoir des réactions, un peu, tu sais, diriger la foule vers qu'est-ce que j'ai le goût qui aille comme réaction. Puis d'amener des réactions quand une foule n'a pas beaucoup d'agitation. Mais au début, c'est très, très, très difficile. Puis c'est quelque chose de pas naturel. Je pense sincèrement qu'il n'y a rien de naturel dans la lutte. Parce que, tu sais, tu tombes sur ton dos de tout ton poids, ce qui est quelque chose que d'habitude ton cerveau t'empêche de faire. Là. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas une bonne idée. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses qui sont contre-naturelles à la lutte. Fait que je pense vraiment qu'interagir avec la lutte, c'est un des aspects les plus importants, mais c'est aussi un des aspects les plus difficiles à travailler parce que tu peux bumper en classe pendant un cours de lutte. Tu peux bumper, tu peux faire des strikes, tu peux développer ton moveset, mais tu peux pas interagir avec la crowd. Ça, tu vas devoir le faire en match. Fait que c'est sûr que tu vas avoir l'air un peu ridicule au début. Puis ça, c'est souvent ce que les rookies ont pas le goût de faire, d'avoir l'air ridicule. Puis je dis les rookies, mais je m'inclus aussi, tu sais. C'est normal, t'as de l'air cave au début quand t'essaies d'interagir avec la foule, puis t'es en train de tester ce qui marche pas, puis à un moment donné, la crowd réagit absolument pas. Puis là, t'es tout seul sur l'apron, puis t'es comme, bon ben, ok, on bouge à quelque chose d'autre. C'est vraiment ça. J'aime beaucoup ton maillot pour les gens qui viendraient nous écouter en podcast, hein, au cas où. Si vous regardez, il a... C'est un maillot, alors je vous explique un peu. En fait, c'est le maillot de la WWF, sauf que vous le savez, à l'époque, la WWF était en procès, donc justement avec une c'est quoi, c'est une association ouais, c'est une association, c'est la World des animaux. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. World Wildlife Foundation. T'as repris le logo WWF, donc qui est exactement le même logo actuellement, hein, qu'on connaît pour justement ces animaux-là, sauf que t'as modifié le concept, c'est que tu l'as fait en fait en mode animaux mais en mode catch avec avec ce fameux justement c'est quoi ça, c'est un ours, d'accord? C'est un panda qui a une chaise, oui. Parce que le logo de la WWF actuel, c'est un panda. Mais écoute, j'ai aucun mérite. J'ai vu le chandail sur Amazon pour 10$. J'ai fait, yo, c'est drôle. Je vais le commander. C'est vrai que c'est original. Franchement, je te jure, c'est original. Vous me direz, les gens, ce que vous en pensez un peu dans l'espace commentaire. Je voulais savoir, et je voulais juste revenir encore un petit peu, hein, sur quand tu débutes. Justement, le fait, toi, qui n'avais
pas d'expérience dans le milieu du catch et tout. Qu'est-ce qui justement t'a permis de continuer là-dedans? Parce que tu aurais pu très bien arrêter le premier soir, enfin tu vois la première journée et te dire bah voilà, c'est pas fait pour moi et voilà, tant pis, je passe à autre chose. Justement, qu'est-ce qui t'a fait continuer? Est-ce que tu dirais que c'est le fait que, je sais pas moi, plutôt ta curiosité, ta performance, c'est quoi qui t'a dit bah voilà, je vais encore continuer et puis pourquoi pas me lancer dans le catch, enfin continuer à me développer dans le catch? Ben, je te dirais, pis ça, je pense que c'est un peu universel à tous les lutteurs. La lutte, c'est une relation très toxique. Parce que t'es accro à la lutte. Je pourrais pas te le décrire de pourquoi j'ai continué. Je suis juste accro au feeling, un peu tout. Au feeling de faire mon entrée. Tu sais, j'ai encore des papillons à chaque fois que ma tourne d'entrée elle joue, tu sais. Jusqu'à ce que je sorte. Le... Écoute, c'est très, très dur à te décrire. C'est le feeling, c'est vraiment ça. De prendre les bumps, planifier les matchs, des fois des chops. J'aime toujours pas ça m'en reprendre, mais tu sais, la réaction de la foule, une belle chop, là, il y a peu de choses dans un match qui vont réagir autant que ça. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. À chaque fois que je me dis asti, j'ai mal ce match-là, j'étais pas sûr, ben je recommence la semaine d'après parce que c'est juste trop trippant, c'est trop le fun, c'est addictif comme feeling. C'est très, très le fun. On va parler un petit peu de ton personnage. Déjà, juste avant, est-ce que tu es plutôt heel, plutôt face? Est-ce que tu as une préférence en particulier? Moi, je fais les deux. Je peux faire les deux, honnêtement. Okay. Il y a des places où je suis heel, des places où je suis face. Okay. J'ai bien du fun à faire les deux. Fait que... non, t'as pas une préférence en particulier, non? Ah, ben c'est sûr, je peux plus me laisser aller quand je suis heel. Okay. Ça, c'est ce que je pense que tout le monde va te dire ça, là. C'est le fun de juste insulter quelqu'un de random dans le crowd, là. Mais non, honnêtement, j'aime faire les deux. J'ai pas de problème à faire les deux. Je vais faire ce que le booker a besoin que je fasse. C'est vraiment ça. Oui, et puis en plus, tu vois, moi, je remarque également aussi que quand on est heel, on se lâche plus, comme tu dis, puis parfois je trouve qu'on essaye de tenter des choses qu'on ne tenterait pas quand on est face. Par exemple, déjà, toi qui parlais tout à l'heure, le fait que c'était compliqué d'interagir avec la foule, là au moins tu sais que tu as juste à attendre que l'arbitre a le dos tourné, tu fous un petit coup, et au moins tu sais que la foule, elle va directement réagir, alors que quand t'es face, c'est compliqué. Ouais. Et là, il y a un blanc. Ouais. Non, mais j'ai essayé de continuer, mais honnêtement, t'as pas mal tout dit. C'est beaucoup plus facile, mais il faut pas non plus... je suis pas un grand fan des heels qui font juste comme aucun crowd work, puis qui font juste deux fingers. Je suis comme, hey, come on, dude! Fais ta job! Fais ta... Tu sais... Fais-toi rire, fais pas juste des fingers. T'as des inspirations un petit peu de heel ou de face que tu t'inspires ou tu aimes bien? Ah oui. Un très grand heel. Hein. C'est vraiment ça, tu sais. En même temps, je te dis, j'ai commencé à écouter ça. Le premier pay-per-view que j'ai écouté, c'était No Mercy 2016. OK. Puis depuis, puis le main event, c'est encore aujourd'hui mon match préféré. OK. C'était lequel des chants de Miz contre Ziggler dans leur title versus career. Wow. Ah oui, oh putain, ouais. Là, putain, ouais. C'est là où on se prend un sacré coup de vieux dans la gueule, hein. Oh putain, oui. Ouais, c'était wow, je me rappelle même plus de ce match, tu vois, pour te dire, parce que... écoute, si tu veux une leçon sur le storytelling dans le ring, écoute ce match-là. Oui, non, mais... C'est incroyable. C'est encore aujourd'hui mon match préféré. Ah non, mais je veux bien te faire confiance. De toute façon, tu me parles de The Miz, ce mec est un dieu. Hein, je suis désolé, mais ce gars est un dieu. Il a toujours tout fait à la WWE et tout. Ziggler, bon, un des plus gros gâchis pour moi à la WWE. Là, je sais qu'il traîne un peu. Je crois que ça va être du côté TNA, si je dis pas de bêtises. Il est champion en ce moment. Il vient de prendre la belt à Santana. OK. Mais ouais, en tout cas, un gros gâchis Dolph Ziggler du côté de la WWE. Mais ouais, c'est compréhensible.
est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, de ton personnage que tu incarnes le plus, c'est Hill ou c'est Face? Comment est-ce que tu l'as créé ton personnage et est-ce que ça a été compliqué justement d'incarner un personnage? Parce que c'est vrai que, tu vois, en général, quand on est jeune et tout, on a peut-être plein d'idées et puis après, bah, forcément, on essaye, on voit que ça fonctionne, après on voit que ça fonctionne pas. Comment est-ce que toi, tu t'es inspiré un petit peu de tes personnages? Tu parlais tout à l'heure de The Miz, mais tu dirais que c'était quoi un petit peu? Parce que on va pas te dire que tu es The Miz, parce qu'il y a un seul The Miz, tu vois, c'est toujours sorti, quoi. Et crise de chance d'ailleurs. Voilà. Et heureusement qu'il y en a juste un. Fait que, non, mais moi le conseil que j'ai eu tout le début de ma carrière, c'était ton personnage de lutte, c'est toi, mais poussé à 11. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Là, il y a le côté baseball de mon personnage qui fitait parfaitement avec les Summer Buds que je faisais au début avec mon partner Tommy California. Fait que, là, j'essaie de bouger un peu de ça, un peu du côté comique. Mais je veux mettre de la comédie quand même parce que c'est important pour moi. Puis ben, ça reste drôle la lutte dans le concept. C'est des gars qui font semblant de se battre, c'est drôle. Fait que non, je te dirais mes grosses inspirations, s'il fallait que je te décrive un peu mon personnage en heel, c'est Mike Awesome à la ECW, mais s'il est arrogant. C'est un peu ça. Je me dis, je suis un gros gars, j'ai les cheveux longs, fait que je vais worker là-dessus. Puis j'essaie d'être arrogant parce que c'est très le fun d'être arrogant. Et tous ceux qui vont dire le contraire te mentent. Mais non, c'est très le fun d'être arrogant. Puis c'est aussi quelque chose que la crowd peut raisonner avec parce que tout le monde dans sa vie connaît quelqu'un qui est ultra arrogant et ultra imbu de lui-même. Puis c'est facile de détester ce gars-là. Puis moi, je me suis déjà fait dire que j'avais une face frappable. Fait que, tu sais, si je rajoute l'arrogance, je déteste. Pour vrai, j'essaie que mon personnage heel soit quelqu'un que je détesterais dans la vraie vie. Et c'est le cas. C'est vraiment ça. Je veux vraiment puiser dans des affaires qui sont vraies, qui sont raw. Je veux que tu te dises, hey, ce gars-là, il me fait penser à Marc. Okay. Peu importe si tu connais un Marc. Mettons un collègue. On a tout un collègue qu'on n'aime pas. Quelqu'un qui était à l'école avec nous autres, qu'on est comme, hey, toi là, j'espère que tu fais rien de ta vie, là. Fait que j'essaie d'être cette personne-là pour la foule cette soirée-là. Si tu veux, je peux t'apprendre une expression que moi j'ai entendue, comme ça au moins tu sauras. Tu diras, tu as une personne qu'il a une tête où tu veux lui frapper, on dit une tête à claque. Tu vois, par chez nous. Ben oui, on un dit classique. Ça, comme ça, voilà. Donc tu vois, au moins c'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a pas de. J'ai grandi en regardant les têtes à claque, moi. Je me doute. Et pareil, je voulais savoir, est-ce que même au tout début, le fait que quand tu as commencé un petit peu à réfléchir un petit peu à un personnage, est-ce que tu as tout de suite trouvé ou est-ce que c'est un petit peu compliqué? Est-ce que tu as essayé un petit peu pas mal de choses et c'était quoi un peu la chose qui t'a dit, bah voilà, je vais utiliser ce personnage-là? Écoute, je sais même pas encore je suis qui. C'est vraiment ça. C'est go with the flow. Et il y a des affaires que j'essayais. J'ai essayé d'arriver avec, mettons, le personnage que j'avais en Babyface avec les Summer Buds. J'ai essayé de le faire au Saguenay. Puis ça n'a pas du tout réagi. Il n'y avait aucune réaction. Même pas en face, pas en heel, rien. Les gens étaient juste silencieux quand je sortais. Fait que j'ai fait, OK. Écoute, je vais essayer d'autres choses. Je vais essayer d'être un petit peu plus heel. J'irai pas fully heel, mais je vais essayer, tu sais, des petits sneak attacks, des affaires de même. Puis là, j'ai commencé à avoir une réaction. OK. Puis là, au bout de 3-4 shows, j'avais des chants mulets. Fait que j'ai fait, OK, je vais jouer là-dessus. Puis c'est vraiment ça. Même chose en ce moment à la FML. J'ai turné heel il y a pas longtemps. Ben, là, c'était facile. Au turn, le monde me détestait. Tu sais, ça, c'était simple. Puis après ça, faut que tu vois qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Là, je me suis dit, je vais importer le même personnage que j'ai au Saguenay, copier-coller, je vais le faire à la FML. Puis ça marchait pas tant que ça. Les gens réagissaient moins que le côté mulet. Fait que je me suis dit, OK, je vais être un petit peu plus vicieux, un petit peu plus violent. Puis là, ça l'a bien réagi. J'étais comme, OK, good. Tu sais, c'est vraiment ça. Faut que tu essaies des choses. Faut que tu fasses du mix and match. Puis même affaire, on peut parler de Lutteville. Oui. Lutteville, c'est la fédération No Ring du Diable en personne à qui je fais un shout-out. Ben là, je joue pas Bryce Alexander, je fais Pudding Schumer. OK. Fait que là, je me suis dit,
Là, c'est complètement une autre affaire. Là. C'est beaucoup plus théâtral. Fait que je joue un espèce de Nepo Baby Bitch Boy. Quand j'étais heel, c'était très facile. J'étais juste un fils à papa, puis j'agissais comme tel. Parce que j'en connais dans ma vie des fils à papa qui ont jamais eu besoin de travailler pour rien en vie. Là. Tu sais, j'en connais. Fait que j'agissais un peu comme eux. Puis après ça, en babyface, c'est vraiment... Mais là, j'ai turné face. Fait que faut garder le même personnage parce qu'il faut garder une espèce de continuité, tu sais. Fait que j'ai un peu la même gimmick, mais cette fois-ci, je travaille beaucoup plus. C'est vraiment ça, tu sais, la gimmick du personnage, l'effet que j'essaie d'y amener, c'est que je veux toujours travailler plus que les autres. Parce que j'ai pas travaillé en heel, c'est pour ça que les gens me détestaient. Tu sais, fait que c'est... Toi, tu auras un autre regard sur cette question parce que je poserais ça à une personne où ça fait plus de 30 ans, il va me dire j'ai connu ça en 30 ans. Toi, tu auras peut-être un autre regard et un autre discours par rapport à ça. Je voulais savoir, quand tu te fais huer, les premiers... Enfin, pas huer, mais quand tu n'as aucune réaction du public, que tu sois en heel ou en face, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as quand même aussi un petit choc psychologiquement en te disant, oula, qu'est-ce que je vais devoir faire pour justement soit me faire acclamer, soit me faire huer? Est-ce que des fois tu te remettais en question par rapport à ça? Ah, ça a fucké mon match. Ok. Parce que je me disais, shit, toutes mes tu sais, j'avais pas mis crowd interaction, moi, parce que je me disais, quand je fais ça chez nous, ça marche. Fait que j'avais pas tant planifié de crowd interaction ou de moment, puis on n'avait pas de heat parce que c'était face-face. Fait que tu sais, la structure du match était vraiment basée sur le face contre face. Puis là, t'as un des faces qui avait aucune réaction. Fait que ça a été vraiment tough. Mais après ça, tu sais, tu fais juste apprendre, tu prends ce que la crowd te donne. Tu sais, tu peux choisir quel move tu fais, mais tu choisis pas quel move est over. C'est un peu ça. C'est la même affaire avec ton crowd work ou ta gimmick ou ton crowd interaction, tout ce qui vient avec le personnage. Tu choisis ce que tu fais, mais tu choisis pas ce qui marche. Fait que des fois, tu vas faire quelque chose, ça va pas marcher, puis là, tu vas faire OK, ça, je le fais plus. Ok. Et puis là, au Saguenay, le molette, il marchait super bien à la AWE. Le molette marchait super bien, fait que j'ai lean in sur ça comme beaucoup trop, là. T'sais, c'était vraiment pendant une heat, là, DDT, je me relève, puis je fais juste shaker mes cheveux, puis j'avais une réaction. C'était simple de même. Tu prends ce que la crowd te donne, puis tu travailles avec. Mais honnêtement, c'est important que tu te pètes la gueule au début. Je pense vraiment que c'est ça. C'est important que tu ailles 2-3 matchs où tu n'as aucune réaction, parce que tu peux voir ce qui marche, puis voir ce qui marche pas. Puis si tu fais une crowd interaction qui marche pas, au moment où t'as pas de réaction, ben c'est sûr que ça marchera pas quand tu vas avoir des réactions. Tu sais, c'est un peu ça. Toi, quand tu débutes sur le ring, je sais qu'en général, les nouveaux, on aime bien les mettre en équipe, hein, parce que tu vois, c'est pour éviter de casser trop le rythme et tout. Je voulais savoir, le fait d'avoir été en équipe, je te parle vraiment à tes tout débuts, hein, le fait d'avoir eu un partenaire avec toi, ça t'a permis parfois d'être un petit peu, tu vois, enfin de te repérer, de regarder un petit peu comment les autres y faisaient. Ça t'a pris beaucoup ou justement tu dirais que ça t'a bloqué? Parce que tu vois, moi je me suis toujours posé la question de me dire, est-ce que si jamais moi j'aurais été catcheur, bon, certes, ok, on m'impose d'être en équipe avec quelqu'un, ok, pourquoi pas, mais est-ce que justement, la personne avec qui on va me mettre, est-ce qu'elle me correspond vraiment? Parce que tu vois, parfois, on te met en équipe avec quelqu'un, puis j'ai l'impression que parfois, tu vois, des fois, il n'y a pas tout le temps la même alchimie. Je sais pas si tu comprends à peu près ce que je veux dire. Ben, ça a été le cas pour toi? Au début, moi et Tommy, on n'était pas amis. Zéro. Écoute, on s'entendait, mais comme je te disais, tu sais, il y a des amis, il y a des coéquipiers, il y a des collègues. Ben, nous autres, on était coéquipiers, tu sais, on s'haïssait pas, mais on n'était pas plus amis, plus qu'il faut. Puis, ben, Alex Mays a fait, bon, ben, les gars, vous allez être en équipe maintenant, parce que vous êtes 2 nouveaux, puis vous allez avoir votre green light à peu près en même temps. Fait que, félicitations, vous êtes une équipe. Puis on était comme, OK, ben, salut, moi, c'est Brian, moi, c'est Tommy. Fait que, puis lui, il avait sa gimmick de Summertime Tommy California. J'avais mon côté baseball. Fait qu'on a fait, ben écoute, Summer Buds, pourquoi pas. Puis après ça, on a brainstormé des tunes. Puis on a trouvé California Girls de Katy Perry. Puis on a fait, c'est ça. Puis
tu sais, au début, on avait des bonnes réactions quand même parce qu'on est une équipe plus comique. On faisait beaucoup de comédie. Fait que ben, ça marche toujours bien. Puis non, c'est ça, je te dirais, en équipe, j'étais pas mal le side character, honnêtement. Je sais que Tommy aime pas ça quand je dis ça, mais j'étais pas mal le side character en équipe. C'était principalement Tommy qui était l'attraction de l'équipe. Ce qui est vraiment correct parce que lui, tu vois, naturellement, il y a eu full de réaction avec la foule. C'était automatique. Fait que je regardais ce qu'il faisait, puis j'essayais de faire la même affaire. Tu sais, quelque chose marchait, je l'imitais. Moi, ça marchait pas, ok, je vais le tweaker un peu. C'était vraiment ça, c'est du essai-erreur. Mais en ayant Tommy qui a connecté tout de suite, moi, ça m'a permis d'essayer plus de choses. Fait que, parce qu'on n'a pas eu besoin, on n'a pas eu jamais de misère d'avoir pas de réaction. C'est vraiment solo que j'ai eu ça. En tag, on avait toujours une réaction. C'est facile de cheer quand les gars sortent sur California Girls en dansant. Tu sais, c'est un peu un cheat code d'avoir une réaction, là, de sortir sur une tune de Katy Perry. Fait que ça, c'était très le fun. Puis ça nous a permis aussi de travailler avec des gens qui sont vraiment bons dès le début. Puis après ça, c'est des affaires que j'ai pu transmettre dans ma carrière solo. Ok. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué de passer justement comme ça de équipe à ce solo parce que bah maintenant t'as les regards uniquement braqués sur toi, tu te dis parce que quand tu fais une erreur entre guillemets quand t'es en équipe, c'est pas très grave, enfin c'est pas très grave. Oui, un peu, mais je veux dire, on va moins te tomber dessus parce que, bah voilà, tu vois, t'as toujours ton coéquipier qui est là, tu vois, qui est un peu plus expérimenté que toi en général et que il va, entre guillemets, un peu rattraper les choses. Est-ce que le fait d'être un petit peu en solo, est-ce que t'as pas aussi un petit peu plus de pression? Et d'ailleurs, quel conseil rapidement, là, tu pourrais donner aux gens qui, bah, justement, tu vois, se lanceraient, tu vois, commenceraient à avoir, pourquoi pas, soit bah, veulent se lancer dans le catch ou par exemple commencent à avoir un équipier mais qui savent pas vraiment si tu vois, enfin si c'est le bon équipier qu'ils ont. Je sais pas si tu comprends à peu près ce que je veux dire par rapport à ça. Ben, je te dirais pour commencer sur la première partie de ta question, très très dur de passer de tag à solo, surtout quand tu passes de lutteur comédie complet à lutteur un peu plus sérieux. C'est très dur parce que les gens te voient comme le gars des Summer Buds. Tu sais, moi, c'était vraiment ça au début. Ça a été long avant que j'aille comme ma propre réputation en tant que singles wrestler. J'ai souvent été le gars des Summer Buds. Fait que, y a encore des gens, mettons, que ça fait longtemps que je les ai pas vus backstage qui m'appellent Tommy. Puis, je suis comme, ben, moi, c'est pas Tommy, là. Moi, c'est... Mais puis je te dirais, si j'ai un gros conseil, c'est aussi le conseil qui m'a le plus aidé. Aie pas peur du ridicule. Tu vas essayer des choses, ça marchera pas, ben essaye d'autres choses. Tu sais, faut pas que tu aies peur. Faut pas que tu te dises je ferai pas ça parce que ça va être ridicule. Parce que sinon tu feras jamais rien. Okay. Puis je te dirais, si y a pas vraiment de si tu t'entends pas, je vais essayer de formuler ça comme il faut. Si ça marchera pas avec ton partner, tu vas le savoir dès le début. T'sais, si t'as pas de chimie, c'est tout. Mais si c'est juste que vous êtes pas d'accord sur certaines affaires, ben t'as pas besoin d'être de même avec ton tag team partner dès le début. Maintenant, Tommy, c'est un de mes meilleurs amis, puis c'est une personne que je tiens très proche de mon cœur, mais au début, c'était un collègue. C'était le gars avec qui j'étais pairé. T'sais. Fait après ça, là, on a appris à se connaître, puis on a fait Chris, on est vraiment d'accord sur beaucoup de choses. Puis on a commencé à développer comme ça notre chimie, puis la chimie dans le ring est arrivée en même temps que notre amitié, fait que ça a bien marché, tu sais. Fait que je te dirais, il y a pas de... Si ça marche pas, tu vas le savoir très très vite. Ok. Et je voulais savoir un petit peu à quel moment votre équipe, alors je sais pas si tu es encore en équipe ou pas aujourd'hui avec, ou si tu es plus en solo, mais pareil, j'avais aussi une question par rapport à ça. En général, quand on n'est plus en équipe avec quelqu'un, on affronte, la plupart du temps, c'est comme ça, enfin en tout cas moi j'ai quasiment tout le temps vu comme ça. C'est très rare de séparer, tu vois, de deux personnes, en mettre un d'un côté et un de l'autre. Bon, tu vas me dire, on l'a vu avec le Shield. Ok, c'est pas, mais le Shield ils étaient trois, puis après chacun fait son truc de son côté et tout. Mais en général, quand tu quittes une équipe ou quoi que ce soit, en général, soit tu te fais attaquer par ton ancien partenaire, ou alors c'est toi qui l'attaque. Je voulais savoir
comment est-ce que votre équipe s'est arrêtée et est-ce que vous vous êtes affrontés ou vraiment pas du tout encore? En fait, notre équipe, il n'y a pas eu de turn vraiment. Notre équipe est encore techniquement vivante parce que c'est juste que tu as mis à arrêter la lutte pendant un moment pour se concentrer sur d'autres choses à l'extérieur de la lutte. Ce que je respecte, puis tu sais, c'est mon ami, fait que s'il prend que c'est ça la meilleure décision pour lui, ben je suis de son bord à 100%, tu sais. Mais non, c'est ça. Il n'y a pas eu de turn vraiment. Juste, il est parti. Notre dernier match en équipe, c'était à la lutte Laurentide. Puis c'est ça, c'était un bon match, c'était le fun. Mais il n'y a pas eu de turn. Puis après ça, moi, je me suis lancé en équipe avec Owen O'Neill à la FML. Et c'est là que j'ai fait mon turn. On s'est lancé en équipe juste pour le turn. Là. C'est parce que j'avais plus de réaction en solo, c'est ça je te dis. Tu sais, on est passé des Summer Buds où on était très 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 over à juste moi. Puis j'avais pas tant de réaction en babyface. Je me suis dit, je vais me lancer en équipe avec un gars, je vais turn sur le gars, puis on va avoir une storyline. C'est vraiment ça qu'on a fait. Mais tu vois, ça c'est aussi le truc, tu vois, que je remarque. C'est-à-dire que parfois, tu vois, admettons, quand on a un équipe avec quelqu'un, parfois, tu vois, comme on disait, t'as une bonne alchimie ou t'en as pas. Et puis après, bah, des fois, quand il y a, par exemple, genre, je sais pas moi, ce que je souhaite pas, mais genre une blessure, bah, des fois, tu vas en écarter un, tu vas mettre l'autre, essayer de le mettre un peu en avant, tu vois, et parfois, soit ça va bien prendre, soit après, ça va mal prendre. Et puis après, bah, en général, bah, hop, on le remet en équipe avec une autre personne un peu comme toi. Et c'est vrai que, en gros, c'est vrai que c'est encore une fois assez compliqué, hein, l'univers du catch par rapport à ça. Et ce qui est cool, c'est que tu te dis, attends, là, j'étais en équipe avec quelqu'un, je vais essayer de me lancer tout seul. Si ça prend, c'est parfait. Si ça prend pas, c'est là où tu te dis, putain, attends, est-ce que je dois encore une fois recontinuer tout seul au risque de vraiment m'écrouler, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est comme ça que j'appelle, ou alors je te dis, attends, je vais peut-être essayer, comme toi t'as fait, d'être en équipe avec quelqu'un d'autre. C'est un peu ce type de choses-là qu'on se dit en tête. En fait, moi là-dessus, mon processus, ça a été... parce que la FML, c'est là qu'on a fait nos débuts avec Tommy. Tu sais, c'est là qu'on a vraiment, vraiment commencé à lutter. C'était la FML, c'est eux autres qui nous ont donné nos premières opportunités. Fait que quand on a arrêté de lutter en équipe, j'ai utilisé la FML comme mon test drive pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Beaucoup de ma carrière est basée là-dessus. C'est ça que je remarque. Là. Mais tu sais, c'est ça. Là, j'ai recommencé en solo, puis j'avais pas tant de réactions. J'avais des réactions babyface. Tu sais, je popais face, mais pas beaucoup moins que d'autres personnes sur le roster. Puis j'ai remarqué que je retournais en pre-show parce que j'avais moins de réactions, c'est tout, puis c'est correct. Fait que je me suis dit, OK, est-ce que c'est que j'ai pas de réaction ou c'est que j'ai pas de réaction en face? Puis j'ai remarqué que c'était que j'avais pas de réaction babyface. Fait que je me suis dit, écoute, là, c'est quoi mes options? Je peux soit me lancer en équipe encore, ce que j'ai pas tant le goût de faire parce que les Summer Buds existent encore. Puis c'est ça qui était mon bread and butter au début. Fait que j'ai envie de le garder un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux turn heel. Puis à ce moment-là, mon ami Owen O'Neill commençait à faire justement des matchs à la FML. Fait que j'ai pitché une storyline au Booker. Puis c'est ça qu'on a fait. Ok. Si jamais je te demande quel était jusqu'à maintenant l'un de tes meilleurs matchs et l'un de tes pires matchs, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Mon meilleur match, c'est... Honnêtement, j'en ai deux. C'est très difficile de choisir entre les deux. Vas-y. Soit mon chair match à la FML contre Owen O'Neill, qui était justement, comme je te dis, notre gros blow-off, qui était un très très bon match, j'ai beaucoup aimé. Ou moi contre Gabriel Taylor à la AWE pour le championnat Evolution. C'était aussi un très très bon match. C'était aussi un test parce que Taylor est un cruiserweight. Plus proche du heavyweight. En fait, je suis un heavyweight. Fait que c'était... écoute, j'étais pas sûr de le suivre, mais j'ai réussi. Puis ça a donné un excellent match. Mon pire match. Écoute, il y a une réponse facile. Là. Je te dirais mon premier match. Techniquement, mon deuxième. Mais ouais, c'est à New Blood et
je porte quand même mes 2 adversaires dans mon cœur, là, c'est absolument pas ça. C'était moi et Tommy California contre Team Mad. Et à un moment du match, Tommy se prend un hip attack. Sauf qu'il y avait une vis exposée sur le turnbuckle. Fait que quand sa tête elle a snappé en arrière, elle est allée pogner une vis qui l'a coupé. Il y avait un bon pouce de long avec un demi-pouce de profond sur la coupure. Puis il a kick out. Après ça, il se fait pin. Il est plein de sang et il kick out. Puis après ça, je le vois comme tout dési, genre. Et là, je vois la coulée de sang qui sort de sa tête. Là, je suis comme... je me retourne vers l'arbitre. Oui. X-sign, on arrête le match. Puis finalement, il est parti en ambulance après, mais écoute, une énorme coupure, là. Puis, fait je t'avoue que ça a un peu coupé le match sec. Et encore une fois, je porte mes adversaires dans mon cœur, là. C'est absolument pas de leur faute. C'était pas quelque chose qu'on pouvait vraiment prévoir puis qu'on n'avait pas vu non plus. Mais ouais, ça a coupé l'ambiance pas mal. On était 2e match sur la carte. Ok. Ça a coupé l'ambiance pas mal. Celui qui était aussi beaucoup plus censure, c'est le promoteur, parce qu'il se dit attends, putain, là normalement j'étais censé savoir un truc, donc du coup il faut vite que je rectifie. Et ça aussi, tu vois, parce que je sais que j'ai eu des promoteurs ici sur la chaîne, et des fois ils ont aussi une telle pression parce qu'ils se disent putain, là j'ai un show. En fait, ça s'est passé à IWS New Blood, qui était genre les shows élèves au début. Tu sais, quand tu venais d'avoir ton green light, ben souvent tes premiers bookings, c'était New Blood pour avoir des reps pis tout. Fait que notre coach est comme, oh shit, c'est mon élève là qui est en train de se vider de son sang au milieu du ring. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué. Alex Mays a un peu paniqué à ce moment-là. Je me doute, je veux bien comprendre. Et pareil, je voulais savoir, est-ce que avant de monter sur le ring, est-ce que t'as des petits rituels? Genre, est-ce que t'es beaucoup stressé ou pas aujourd'hui, avant de monter sur le ring? Et est-ce que t'as un rituel pour, je sais pas moi, pour évacuer ce stress? Est-ce que t'écoutes de la musique? Est-ce que t'as un slip porte-bonheur, des chaussettes porte-bonheur? Pas du tout? Pas tant. Non? Pas tant. Je me donne un coup de poing sur les mollets. Okay. Genre juste ça, parce que c'est ça que je faisais quand j'arrivais au marbre, quand je jouais au baseball. J'ai un petit coup de poing sur les 2 mollets, puis on est parti. Mais non, honnêtement, je suis encore énormément stressé à chaque match. Chaque match est très, très, très stressant. Puis la pression monte encore plus quand ma tune commence à partir. Mais dès que je passe le rideau, plus aucun stress que du plaisir. Sans citer de personnes, après, si tu veux citer, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu as déjà vu des gens qui étaient stressés et qui avaient des manières très bizarres d'évacuer leur stress? Je sais pas tant, mais j'ai une bonne anecdote. Vas-y. Si tu veux un clip avec ça, là, j'ai une très très bonne anecdote. C'est Tommy et moi contre Wild Country, Derek Butler et Johnny Taco. Et Derek Butler a comme tradition, lui, de prendre des smelling salts. C'est comme les petites pochettes d'ammoniac, là, avant un match. Fait qu'il ouvre son pot, sniff ça, alright, il est parti. Et là, t'as mon Tommy qui fait « Hey, je peux t'en prendre aussi? » Là, Butler est comme « Ben oui, bien sûr. » Dans le pot, Tommy prend le pot, se calisse le nez dedans et prend une énorme sniffée d'ammoniac. Écoute, ils sont vers la fin du match avant nous autres. Et là, Tommy comme... Puis, après ça, notre tonne à part, on sort, il est là... Et on revient après le match et t'as Derek Butler qui est comme t'es juste censé le sentir, pas prendre une sniff. Fait que t'as mon ami California qui a pris une belle grosse snortée d'ammoniac juste avant notre match. Puis en plus, ça doit se sentir bizarre de l'ammoniac, non? Ça n'a pas un goût un peu particulier quand tu sens ça? Ouais, ben en fait, il y a beaucoup de joueurs de hockey ou de sportifs qui prennent ça. En fait, c'est que ça te réveille. C'est comme une espèce de... C'est comme t'as mangé une claque. Ok, ouais. C'est pour. Mais là, c'est comme s'il venait de se manger comme 4 claques de suite, là. Fait que non, c'est... Ouais, et pareil...
le meilleur match que t'as fait, toi, c'est plutôt en équipe ou en solo? Je te dirais, mes meilleurs matchs sont en solo parce que Ok. c'est en équipe, c'était pas mal plus du comedy work. Mais ironiquement, ce match-là contre Johnny Taco et Derek Butler, c'est probablement notre meilleur match. C'est Speedball McBailey qui l'avait plané presque au Ok. complet. C'était lui notre agent sur ce match-là. Écoute, il nous a donné toutes les séquences, toutes les moves, toutes les affaires. Fait que c'était vraiment facile. On avait un match clé en main. Puis c'était un bon match parce que, écoute, Speedball McBailey est une tête de lutte incroyable. Bien sûr. Et tu parlais tout à l'heure que tu avais aussi affronté un cruiserweight. Qu'est-ce que ça fait justement d'affronter un cruiserweight? Parce que c'est vrai que c'est un autre style complètement différent. Il y a plusieurs styles complètement différents dans la lutte. Qu'est-ce que ça fait justement d'affronter un cruiserweight? C'est très le fun. C'est très, très le fun parce que les cruiserweights sont facilement garochables. C'est facile de lancer un gars qui fait 135 livres. Fait que c'est très le fun. T'sais, tous mes moves, ils rentrent énormément. Puis ils sont quand même ultra safe parce que c'est que le gars est pas lourd. Fait que je peux le lever à bout de bras facilement avant de faire le move. Puis non, mais surtout avec Gab, c'était le fun. On avait un peu des visions très similaires. Fait que pour le planning du match, ça a été très très bien. On a mis énormément de choses dans le match. Les deux, on s'est poussé à bout pour ce match-là. Fait que c'est le fun d'affronter des gens qui font partie d'une différente classe de poids que toi, parce que ça te permet d'avoir une vision différente de la lutte en fait. Tu sais, parce que si tu te bats juste avec des gens similaires à toi, ben tu vas tout le temps avoir des matchs qui se ressemblent, veux pas. Fait que mais non, j'aime le mix. Puis lui aussi, tu sais, il a un super gros arsenal. Fait que c'était très le fun de me prendre des moves que je me prends pas d'habitude, là. Puis des bumps aussi, puis des spots que je ferais pas habituellement avec un gars qui fait plus proche de mon poids, 2,40, 2,50, tu sais. C'est quoi, toi, le style de catch que t'aimes bien regarder ou t'aimes bien pratiquer? Parce que, comme je disais, tu vois, t'as plusieurs styles et tout. C'est vrai que du côté du Japon, c'est plutôt le strong style, hein, vraiment la lutte vraiment incroyable. Après, je sais que du côté des États-Unis, bah, la WWE, c'est un peu tout ce qui est, comment on pourrait dire ça, Sports Entertainment. oui, voilà, c'est ça. C'est quoi un peu, toi, ta catégorie de catch préférée? Soit à regarder ou à pratiquer. Good old son wrestler. Moi, Ok. c'est... moi, les gros brawlers qui pètent des gueules, là, j'apprécie toujours. One Called Manders, Mance Warner, Jack Morris à la All Japan Pro Wrestling que j'aime beaucoup aussi. Sinon, c'est pas mal ça, tu sais, les gros gars qui fessent fort, là, Terry Gordy, Dr. Death, Mike Awesome, Masato Tanaka. Sinon, j'aime aussi beaucoup ceux qui, les gars plus petits, El Fantasmo, El Desperado, ou Dolph Ziggler aussi, c'en est un que j'ai nommé. Justin Gabriel, c'est un gars que je regarde aussi. Speedball Mike Bailey, Kyle O'Reilly est dans mes lutteurs préférés. J'aime ça regarder un peu de tout, de la comédie, du technical, euh, du, euh, du strong style, juste des gros gars qui se fait sa coup de lariat. De la lutte hardcore, des deathmatch, j'aime aussi. Les high-flying, spot-fest, des Young Bucks, j'adore. Je dirais le seul type de lutte que j'arrive pas à connecter, c'est le Joshi. Ok. Pourquoi? C'est le Joshi. Ok. Ouais, je connais pas, Ouais, donc c'est pour ça. C'est parce que je c'est connais pas. plus ce qui se passe à Stardom ou Marigold. Ok, alors moi, je vais être honnête, hein, moi j'ai vraiment une culture très vague de tout ça. Je connais un petit peu, hein, mais j'ai vraiment une culture très vague, donc c'est pour ça, tu vois. Moi, je suis honnête, je veux pas te dire ouais, je connais alors que je connais pas, donc non. Mais c'est pour Ouais, ça. mais la lutte féminine japonaise, fait que Ok, tu sais, d'accord, ok, les Asuka, les Io Sky, les ok. Kairi Sane, C'est dommage parce mettons, que pour pourtant nommer moi j'ai. que Ouais, ok, bah c'est dommage parce que moi je trouve qu'elles ont un bon talent, tu vois, par rapport à ça, tu vois. Moi, je trouve qu'elles ont un bon talent, mais tu vois, après, c'est vrai que peut-être que du côté, genre, tu vois, enfin,
est-ce qu'on avait déjà regardé? Je sais plus, parce que tu sais, j'ai tellement regardé des choses que moi, l'un des meilleurs matchs que j'avais vu féminin, et pour moi, je pense que ça doit être un de mes meilleurs matchs et tout, c'était, je sais pas si ça te dit quelque chose, c'était un match avec Manami Toyota, c'était un match cheveux contre cheveux, et pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu durant, enfin pour l'instant durant toute ma vie, c'est l'un des meilleurs matchs. Si t'as l'occasion de voir ce match-là, c'était un catch vraiment à l'ancienne et c'était excellent quoi. Franchement, c'était un match. Tu sais, je dis que je connecte pas, mais un des matchs qui m'a le plus fait retomber en enfance, tu sais, quand j'avais pas concept. Parce que c'est sûr que maintenant, je regarde la lutte très différemment de ce que je faisais quand j'étais jeune. Sûr. Parce que je suis dans le business maintenant, puis tu sais, je comprends comment ça marche. Fait. Mais un des matchs qui, même une fois dans le business, m'a fait le plus réagir, c'est Lara Valkyria versus Io Sky dans demi-finale du tournoi pour le Women's Intercontinental. Okay. Ça, c'est un autre de mes matchs préférés. C'est un match random, mais c'est un de mes matchs préférés. OK. Et ben du coup, tu vois, comme on parlait tout à l'heure du fait que c'était très compliqué pour toi d'interagir avec la foule, pareil, ce que je voulais savoir, c'est après tes combats, est-ce que tu as quand même des bons retours de la foule ou pas du tout? Est-ce qu'on vient te voir un petit peu après les combats pour te dire qu'ils ont quand même bien aimé ou pas du tout? Comment ça se passe en général après? Moi, ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Oh, okay. Ouais. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'arrive moins souvent qu'à d'autres. OK. Tu sais, parce que souvent, c'est les enfants qui vont vouloir venir voir. Fait que c'est sûr que tous les personnages qui connectent énormément avec les enfants, c'est eux autres qui vont beaucoup avoir le plus de réactions. Mais je te dirais, quand j'étais en Summer Buds, ça arrivait souvent qu'on venait nous voir pour des photos pis tout. Fait que c'est bien le fun. Moins en singles, mais c'est pas non plus... tu sais, je fais moins de lutte comique, c'est sûr. Fait que... Ok. Non, mais après, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, je trouve que, tu vois, le public, il est aussi important, tu vois, pour, au niveau de t'aligner, de te dire, bah, tu vois, tu sais que là, ça n'a pas été pour certaines personnes. Toi, tu le ressens également aussi que ça n'a pas été. Et comme ça, tu vois, ça te permet, entre guillemets, bah, de pouvoir peut-être revenir une prochaine fois à cet endroit-là et revenir peut-être un peu plus fort et te dire, bah, vous voyez, les gars, peut-être que la première fois que vous m'avez vu là, ça ne vous plaisait pas, mais au moins là aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus fort que je ne l'étais avant, et peut-être que tu vois le fait, bah tu vois, ça te permet complètement, tu vois, de pouvoir donner une autre image de toi, et je trouve que tu vois, c'est important par rapport à ça. Ouais, très d'accord. On parlait. Tout à l'heure, excuse-moi, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais honnêtement, t'as pas mal tout dit, c'est vraiment ça. c'est vrai qu'on en parle un petit peu le moins en général quand on fait des interviews, mais est-ce que tes parents, ils ont pu un petit peu venir te voir un peu lutter, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Est-ce qu'ils sont fiers de toi ou pas du tout? Ouais, énormément. Mais non, c'est sûr, ma mère est pas... C'est ma mère est pas capable. Elle est pas capable. Incapable. C'est une corvée pour elle de juste voir mes promos. Tu sais, elle est incapable de... Elle venait voir le karaté parce que je me faisais pas frapper, tu sais. Mais... non, ma mère, je l'aime beaucoup, ma mère, mais elle est incapable. Elle pas de... Même pas les recaps de mes matchs, là, les highlight reels, même pas ça. Là. Fait que non, oublie ça, quand j'ai dit que j'allais avoir un match hardcore contre Alexander Cable, là, elle était comme non, je veux pas savoir. Tu te fixes des limites, toi, dans les stipulations des matchs ou pas du tout? Est-ce que, par exemple, pas du tout, non. Tu vas un petit peu... Pas de vitre. Non? Ok, d'accord. C'est bon, ça. Pas de vitre, pas de néon. Pour le moment. Ok, ouais. Les punaises... Au début, je me disais, moi, je ferais jamais de chaise. Puis après ça, je fais des chaises. Jamais de porte. Puis après ça, je vais des portes. Puis après ça, je fais, jamais de lutte hardcore. Puis après ça, j'ai commencé à faire du hardcore. Fait que là, je me dis, pas de vitre pour le moment. Parce que je sais que probablement que plus tard dans ma carrière. Oui, parce qu'après, faut pas oublier aussi que si tu veux encore
continuer, il faut que le corps suive et pas faire comme des Terry Funk ou des le regretté Sabu. D'ailleurs, ce mec qui me manque tellement, moi, c'est lui qui m'a fait découvrir justement le catch hardcore. Je voulais savoir, alors qu'est-ce que ça a fait la première fois quand on se prend un coup de chaise? Mon premier coup de chaise en carrière, c'était Sean Adams à Lutteville. Et il est pas allé de main morte. Honnêtement, je te dirais, je pense qu'il n'y a aucun coup de chaise qui a fessé autant que celui-là après. On arrive à se préparer psychologiquement à ça ou pas du tout? Oh ouais. Mais ça fait pas tant plus mal qu'un bump. Pour vrai, là, c'est pas... Oh ouais, ça fait pas tant plus mal qu'un bump. Ça surprend par contre. Parce que tu peux te préparer, mais tu sais jamais vraiment à quel moment la chaise va connecter. Mais c'est pas... non, c'est vraiment pas si pire que ça. Les gens pensent beaucoup que c'est beaucoup plus que ce que c'est. D'accord. C'est pas relax non plus, là. C'est pas une marche dans le parc. Mais non, c'est pas quelque chose qui est si dur à ça de prendre. Mais tu fais uniquement ça, uniquement qu'avec des gens qui maîtrisent ces choses-là. Je veux dire, tu vas pas faire un match comme ça avec des chaises ou un match hardcore avec quelqu'un où ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine ou deux qui est arrivé dans le monde du catch. Je veux dire, c'est plutôt avec des gens qui ont l'habitude et qui ont pratiqué ça pendant de nombreuses années, quoi. Parce que faut faire aussi très attention par rapport à... À chaque fois que j'ai eu des matchs hardcore ou des street fights, c'était justement avec des gens qui étaient déjà bons là-dedans. Je pense à Alexander Cable. Là, j'ai mon match contre Gabe Kovic qui s'en vient aussi ce samedi. Owen O'Neill est pas tant expérimenté là-dedans, mais les deux, on s'est bien aidés dans ce match de chaise-là. Puis non, je te dirais, mon premier match un peu plus hardcore était celui qui avait été fait avec le plus de gens inexpérimentés. C'était moi et Tommy contre Hardy Quick et SDC à la FML dans un street fight tag team. C'était bien le fun. Mais c'est ça, on était pas mal plus expérimentés. Là, je regarde le match aujourd'hui, puis il y a beaucoup de choses que j'aurais pas faites pareil. Mais non, si tu me demandes en tag, c'est ça mon match préféré. T'arrives à toujours analyser quand tu catches. Est-ce que par exemple tu demandes à quelqu'un du staff, à un ami qui est avec toi, de te filmer et de pouvoir après par la suite de regarder un peu tes matchs? Et est-ce que c'est compliqué de t'auto-critiquer? Et est-ce que également aussi parfois, tu vois, quand on s'auto-critique, on est trop sévère envers nous-mêmes? Est-ce que c'est le cas pour toi ou pas du tout? Non, je pense pas avoir ce problème-là. Je re-regarde tous mes matchs. Parce que je veux vraiment voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Puis il y a une autre affaire que je regarde aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a eu une réaction de la foule, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction. Fait que non, mais je re-regarde tous mes matchs. Tout le temps. Fait que c'est important pour moi parce que je veux tout le temps m'améliorer, puis je demande tout le temps à un vétéran backstage du feedback. Ok. Comme ça, au moins, on voit bien. Et je trouve que c'est important. Et pareil, j'avais une dernière question. Et après, on partira dans les questions les un peu plus compliquées. Donc, prépare-toi un petit peu. Tu verras que ça sera un peu plus compliqué. Je voulais également aussi savoir le fait de t'être lancé là, comme ça, dans le catch et tout. Est-ce qu'on perd un peu des amis parfois? Pourquoi non, même pas, parce que en fait, en gros, parce que des fois, par exemple, tu vois, on a toujours tous eu des moqueries par rapport au niveau du catch, tu vois, les mecs en slip ou quoi que ce soit. Est-ce que le fait que, au début, toi qui ne connaissais pas, t'avais peut-être des amis qui ne connaissaient pas au catch, et le fait de te lancer dedans et de plus peut-être, je sais pas moi, peut-être qu'au soir, tu vois, tu faisais genre des sorties, tu vois, t'allais boire des verres avec des potes, et puis le fait que tu t'es lancé dans le catch, peut-être que t'as arrêté un peu genre tout ça et tout. Est-ce que tu dirais que t'as perdu des amis à cause du catch, et est-ce que t'as eu aussi également des moqueries par rapport au fait que tu te lançais dans le catch ou pas du tout? Aucunement. Non? Mes amis ont toujours été très compréhensifs puis très heureux pour moi aussi. C'est sûr que j'ai manqué des soirées, j'ai manqué des anniversaires, puis mais il y a jamais eu personne qui était comme contre le fait que j'aille de la lutte. Puis j'ai jamais perdu d'amis non plus, mes amis m'encouragent puis tout, ils repartagent mes choses. Fait que j'ai des amis qui viennent me voir aussi des fois. Fait qu'il y a pas de non, ça
toujours été très positif dans mon entourage overall. Là. Je suis très choyé Non, mais de c'est ça d'ailleurs. cool. Franchement, c'est cool parce que des fois, tu as des gens qui vivent des choses complètement différentes. Et donc, du coup, si toi, ça s'est bien passé, c'est cool. Ça sera vraiment ma dernière question. Et après, on passera aux questions vraiment les plus compliquées. Je voulais savoir, pareil, après, si tu me dis non, qu'il ne s'est rien passé, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, est-ce que lors d'un show, il y a quelque chose qui t'a un petit peu surpris? Est-ce qu'il y a déjà eu genre des comportements qui t'ont, que ça soit des catcheurs et à ce moment-là tu nous dis pas enfin tu nous expliques vraiment dans les détails si tu veux ou vers le public parce que tu vois parfois je trouve que des fois t'as peut-être des gens du public ou autres qui sont pas très respectueux ou quoi que ce soit parce que je sais qu'on voit par exemple moi pourquoi je parle un peu de ça? Parce qu'il faut savoir ici en France, il y a eu un communiqué d'une grosse structure, tu vois, qui est une grande structure en France. Et je crois qu'ils avaient fait un communiqué du fait que comme il y avait des gens du public qui insultaient, qui avaient insulté un catcheur, ça ne leur plaisait pas et tout. Et c'est vrai que ça a un peu fait rire un peu pas mal de monde parce que malheureusement quand t'es catcheur, que tu sois heel ou que tu sois face, tu t'en prends des insultes, tu vois. Enfin, alors, ok, tu vois, parfois il faut aussi doser, mais je suis désolé, je veux pas te défendre, tu vois, je veux pas faire l'avocat du diable comme je dis, mais tu vois, ça fait partie du monde du catch, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et pareil, je voulais savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé ou tu as déjà vu ou assisté à quelque chose qui t'a complètement déplu par rapport Ouais, il y a déjà eu des événements qui se sont passés. Je me rappelle, il y a un show où justement il y a un des lutteurs, un vétéran qui est revenu backstage. Il était vraiment hors de lui. Puis comme yo, il y a des fans qui disent le N-word avec hard R. Là. Ok. Puis c'était comme des insultes racistes puis il était babyface. Là. Oh putain, ouais. Fait que, ouais, ça, ce qui était pas. Il y a aussi une fois où je me suis ramassé vraiment nez à nez avec un fan qui. Moi, à la FML, j'ai H The One comme manager. Tu connais H The One? Ou... Pas du tout, non. Je suis désolé. C'est un nain. H The One est un nain. Ok. Et il y a eu des insultes dérogatoires à propos de ça. Puis je me suis ramassé nez à nez avec le fan. Ouais. Justement, après le show, en défendant H, parce que c'est mon ami. Fait que. Mais ces gens-là, tu les vois quand même après le show? Ils osent encore être là après les shows quand ils font c'était avant le show. C'était avant le show. Ok, d'accord. Ah ouais, H The One faisait juste comme. Il fumait dehors. Ok. Puis, moi, personnellement, je fume pas, mais des fois, j'accompagne mes amis dehors. Puis, c'est là que c'est passé. Puis, je me suis ramassé nez à nez avec ce gars-là. Comme quoi, comme on dit, hein, des cons, il y en a vraiment partout et c'est. Ouais. Ouais, c'est. Mais moi, j'ai eu, tu sais, c'est sûr, avec mon poids, j'en ai eu, tu sais, des calls pas pires, là. Fat Dom, je l'ai tout le temps. J'ai eu aussi. Il y a un gars qui m'a dit que j'avais de l'air de Eddie Guerrero s'il avait mangé Bam Bam Bigelow. Mais je te dirais, le seul call qui est vraiment venu me chercher, c'est une bonne anecdote aussi. Je m'en allais à Crossbody Pro Wrestling en Ontario avec Leah Sparks et Nathan Yarimovic. Fait que Nathan est sur le show, moi et Leah, on y est pas. Fait qu'on dépose Nathan au venue, après ça, on s'en va se chercher des sandwichs. Et alors que je retourne à ma voiture, il y a un fan qui prend une photo avec Leah Sparks. Et là, il me regarde. Puis il a de l'air à hésiter. Puis moi, dans ma tête, je me dis, écoute, il va prendre une photo avec moi aussi, tu sais, il me reconnaît. Puis là, il me dit, t'as de l'air de chubby speedball. Celle-là, il est venu me chercher. Celle-là, je t'avoue... Tu vois, moi, j'aurais pu dire un petit air de Dominique Mysterio en un peu plus costaud que... oui. Dominique, je l'ai tout le temps. Mais Chubby Speedball, celui-là, il est venu me chercher au cœur. Ah oui, non, mais ils vont loin. Mais pareil, je vais savoir, tu vois, quand t'as des problèmes comme ça avec des gens comme là, enfin, t'expliquais que t'avais des gens qui se sont moqués d'une personne d'une petite taille et tout. Est-ce que ces gens-là, tu les revois après le show ou c'est plutôt des gens qui se cassent vite fait, quoi?
Ah, dès que la cloche sonne, c'est bon. Ok. Ouais. Ouais. Donc en fait, ouais, ça assume pas, quoi. Ça assume pas du tout. Non. Non, mais en fait, c'est rare. Ça arrive quasiment jamais qu'il y ait des fans qui veulent réellement se battre avec toi. Ils comprennent tous que ça fait un peu partie du show. Tu sais. Après mon heel turn à la FML, j'étais en train de mettre mon stock dans ma van. Puis, dans le fond, le stationnement est comme juste à côté de là où les fans rentrent et sortent. Puis justement, en sortant, il y a des gens qui me criaient des insultes. Fait que j'étais comme, OK, le heel turn a marché. Là. Non, mais c'est bien par rapport à ça. Ça veut dire que t'as bien fait ton travail parce que, tu vois, c'est comme quand tu regardes un film, si tu aimes le méchant, bon, soit t'es complètement psychopathe, ou alors c'est que ça a pas fonctionné. Tu vois, moi, par exemple, je sais que j'ai versé, tu vois, une petite larme. Je sais pas si t'as déjà regardé Halloween, le dernier Halloween. En tout cas, enfin, tu vas me dire, il y a plusieurs, ça doit être ça. Mais en tout cas, c'est le dernier Halloween où justement Michael Myers meurt, hein, parce que bah justement, alors ça dépend encore une fois quelle version tu regardes, mais moi j'ai regardé la version où Laurie Strode était la sœur de Michael Myers, donc parce que t'as plusieurs versions hein, dans Halloween, je pense que tu sais. Ouais. Et en fait, par rapport à ça, en fait, j'ai regardé ça, et le fait de voir Michael Myers mourir, parce que c'est quelqu'un qui m'a traumatisé étant petit, hein, la musique et tout, et son masque et tout, bah tu vois, ça m'a quand même fait un petit quelque chose. Je me dis, putain, ce mec-là qui m'a traumatisé étant plus jeune et tout, la première fois que je regardais des films d'horreur, j'avais quoi? Je devais peut-être avoir 13-14 ans, ou peut-être aller aussi, je me cachais tout le temps comme ça, mais après, une fois où j'ai commencé à mettre, disons, les couilles sur la table, mais à chaque fois, pareil, hein, toujours que j'entends ce générique de Halloween, j'ai toujours tu vois, les poils qui frisent et tout, c'est incroyable, et je sais pas pourquoi, ce mec, il m'a tellement marqué. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je vais regarder un Scream, par exemple, tu vois, enfin, un Scream, je vais regarder, mais je vais plutôt le regarder pour essayer d'enquêter, pour savoir qui est le meurtrier et tout, plutôt que Halloween, tu vois. Halloween, tu sais que c'est Michael Myers qui est derrière. Tu sais qu'à chaque film Halloween, c'est tout le temps Michael Myers, et tu changeras pas, entre guillemets, tu vois. C'est pas un mec qui est devenu complètement débile et qui reprendra le masque par la suite. Tu sais que c'est tout le temps le même. Et c'est ça aussi, je pense que ça doit être un petit peu genre psychologiquement, parce que tu vois, en général, quand tu regardes le moindre film, tu sais qu'en général, à la fin, le méchant se fait arrêter, donc du coup, il est en prison. Donc, dans ton cerveau, tu vois, tu sais que t'es beaucoup plus rassuré. Là, avoir un mec comme Michael Myers et le fait qui à chaque fois est là, c'est un peu comme... tu vas me dire, c'est un peu comme Jason dans Vendredi 13, tu vois. C'est à chaque fois quand tu vois les personnes qui sont tout le temps là, moi, je sais qu'à l'époque, tu vois, j'avais un truc où je me suis dit, oh putain, mais je sais pas pourquoi, Michael Myers, tu vois, j'ai versé une toute petite larme, ça m'a fait quelque chose, parce que je me dis, putain, enfin, elle a réussi à le défoncer la gueule, quoi, donc, voilà. Et donc, c'était plus par rapport à ça, mais pas de problème. On va parler des questions les plus compliquées. Est-ce que tu es prêt? Ben oui, shoot-moi ça. Alors, je voulais savoir, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Ouf, des douleurs de dos, okay. Des douleurs d'épaule, des douleurs de jambes, de cou, j'ai mal partout. Mais non, je te dirais, c'est beaucoup de plaisir. Des amis, j'ai visité des endroits que je serais objectivement jamais allé par moi-même. Tu sais, à cette heure, je vais souvent au Saguenay. J'ai visité aussi, la lutte m'a permis d'aller en Ontario, d'aller à des endroits où je serais pas allé d'habitude, des car rides de 6 heures avec des amis, j'aime ça, tu sais. Les road trips, c'est une de mes parties préférées de la lutte. Tu catches aussi pour la NSPW ou pas du tout? Non, pas à la NSP, moi. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou vraiment pas du tout? Oui, je pense que comme tout lutteur au Québec, la NSP, c'est quelque chose sur notre bucket list, là. Ok. Ouais, donc ouais, c'est vraiment un de tes grands objectifs aussi dans ta carrière, de pouvoir... T'as des contacts là-bas? T'as peut-être des potes ou quoi que ce soit, ou pas du tout? J'ai des amis qui luttent là-bas. J'ai des amis qui luttent là-bas, là, mais... Non, écoute, je te dirais, ça va arriver quand ça va arriver. C'est vraiment ça. Ouais, tu te presses pas, t'as tout à fait raison.
tout à l'heure, tu nous avais un petit peu parlé de ça, mais peut-être que peut-être que tu aurais eu une autre réponse par rapport à ça. Si je te dis quel était pour toi l'un des meilleurs conseils que tu as eu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? C'est Box Bellemare qui m'a dit « pas peur du ridicule ». Ok. Parce que ce qu'on fait, c'est ridicule. Fait que vas-y à 100%. Ça dépend pour qui. Hein. Ça dépend pour qui, c'est ridicule. Moi, je trouve ça fun. Moi tu sais que. Oh oui, non, mais je pense, puis c'est vraiment l'aspect qu'il apportait, c'est que, tu sais, au fond du fond, la lutte, c'est ridicule. C'est du théâtre. Oui. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment ça qu'il voulait dire. Puis, en effet, ma carrière va beaucoup mieux depuis que j'ai plus peur d'avoir de l'air ridicule. Ça un petit peu débloqué, c'est ça? Ouais, exactement. C'est une bonne façon de le dire. Ok. Est-ce que tu dirais, selon toi, peut-être que tu veux en parler, encore une fois, pareil, hein, si tu veux pas en parler, pas de ce souci. Je sais pas si t'es en couple ou pas du tout. Peut-être que t'as des potes qui sont en couple avec des catcheurs ou des catcheuses. Bref, je voulais savoir, est-ce que pour toi, tu dirais que en étant catcheur, ça peut être compliqué d'être en couple? Que ça soit avec une catcheuse ou avec une personne qui n'est pas du tout dans le monde du catch? Honnêtement, je sais pas. En ce moment, je suis pas en couple. Fait que puis mes amis que je connais sortent souvent avec d'autres lutteurs. Fait que je pense pas. Je pense que ben peut-être oui ou non. Ça dépend vraiment de ta relation puis de ce que tu fais puis comment tu le gères. Je pense que tout est dans la communication de manière générale. Là. T'aurais peur, toi, avec tout ce qui se passe, on va pas rentrer dans les détails, on sait de quoi on parle, on sait que le catch c'est un monde de requins, mais t'aurais peur, toi, de te mettre en couple et de la présenter un peu, entre guillemets, à tes autres potes? Non, pas du tout. Non, aucunement. Aucunement. Je pense que tout le monde que je côtoie dans la lutte, c'est des gens que je respecte, c'est des gens qui me respectent. Puis c'est des gens avec qui j'ai des bonnes relations. Encore une fois, je suis pas ami avec ceux avec qui j'ai une mauvaise relation. On est collègues. Tu sais, fait que... Puis tu présentes pas nécessairement ta blonde à tous tes collègues, là, fait que... Bien sûr. Et tu dirais que tu t'es fait des amis dans le catch, des gens avec qui, après le catch, tu peux aller, je sais pas, te faire un steak frites, tu peux aller te faire un barbecue le dimanche. Énormément d'amis. J'ai énormément d'amis. Puis c'est très cool parce que souvent mes amis de la lutte s'entendent bien avec mes amis à l'extérieur de la lutte. Ok. Fait que c'est très le fun, ça fait des belles soirées, mettons. On va dire ça de même. Mais tu vois, moi, je remarque que je sais pas si c'est pareil au niveau du Québec et tout, mais je trouve que honnêtement, tu vois, enfin l'univers, tu vois, que ce soit les fans ou quoi que ce soit, je trouve qu'on a vraiment une mentalité complètement différente parce que, et encore une fois, pareil, tu vois, j'ai rien contre le foot, le soccer, hein, parce que moi aussi, tu vois, je suis fan ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que parfois, tu vois, alors. Pareil, je mets pas tout le monde dans le même bateau, tu vois, t'as des exceptions, mais je veux dire, tu vois jamais un fan de catch qui est déçu par rapport à une décision qui va aller péter, genre par exemple, genre les Champs-Élysées ou quoi que ce soit, tu comprends un peu. Par exemple, là, tu vois, nous, pour te faire à peu près un exemple ou quoi que ce soit, quand le PSG, parce que moi qui est fan de l'OM, mais bon bref, il y a une rivalité en fait, hein, c'est pour ça. Et donc du coup, des fois, bah le fait, bon, t'en as qui célèbrent, tu vois, c'est bien, mais t'en as qui vont aussi péter des trucs, tu vois, j'ai jamais compris. Et c'est ça aussi que je trouve, quand t'es fan de catch, c'est que tu peux aimer le mec qui est le plus détesté du catch ou quoi que ce soit, et ben on va te respecter, on va t'écouter, alors que par exemple, tu vois, genre au foot, je sais pas comment ça se passe, toi qui a fait du hockey ou quoi que ce soit, je sais pas, c'est... Ouais, ben c'est ça, je te dirais, au soccer, il y a pas tant ça, parce que l'Impact de Montréal est à chier, mais non, en fait, c'est juste que il y a une plus grande culture de hockey, mais écoute, quand on a perdu la demi-finale, là, j'ai des chums qui ont flippé des chars de police, là. C'est... Ah ouais? Ok. mais le hockey chez vous, c'est un peu comme l'équivalent du foot ici en France, je veux dire, c'est... À 100%. À 100%. Okay, c'est ça. Tu sais, fait que je pense vraiment que c'est juste le plus grand nombre. Je pense que si la lutte était le sport principal, ben, il y en aurait des émeutes quand... mettons, Roman Reigns bat ton babyface préféré, tu sais, ou le gars que tout le monde pensait qu'il allait battre Roman Reigns, ben, il y en aurait, c'est juste que là, il y a plus de fans de soccer ou de football pour vous autres, mais
Puis ici, il y a plus de fans de hockey. T'sais. J'ai vu personne flipper des chars de police quand Sami Zayn a perdu le match contre Roman Reigns, mais j'ai vu des gens flipper des chars de police quand on a gagné une game contre Lightning. Mais d'ailleurs, tu parles de Sami Zayn, juste petite parenthèse, une petite actualité du jour, hein, pour voir un peu à quel moment on enregistre et tout, comme ça les gens ne seront pas perdus. On a vu que récemment Sami Zayn était devenu champion de WWE. Oui. C'est un peu une fierté pour toi en tant que Québécois et également un mec Absolument. Fun fact, moi, Sami, écoute, à plusieurs années d'intervalle, mais j'ai grandi sur la même rue que lui. Oh! Putain! Fait que, okay. Ouais, ben, il y a celui qui m'a introduit justement au dojo de la AWS, qui est Peanut, Maxime, shout-out à lui. Ben, il faisait de la lutte d'un parc à Laval, chez nous, avec Sami Zayn, avec le Green Phantom, avec Kevin Owens, ben, quand il était jeune. C'est un peu des modèles pour toi, des Sami Zayn, Kevin Owens et tout. Ouais, Kevin Owens en majorité parce qu'on est pas mal sur le même frame. Okay. On est un peu bâti pareil. C'est sûr qu'il est beaucoup plus musclé que moi là, mais normalement tous les gars un petit peu plus baraqués. Ok. Mais ouais, j'ai énormément de fierté envers tous mes Québécois. Mais dans tous les sports, dans tout, s'il y a un Québécois, je risque d'en être fier. Okay. Sami Zayn, Georges Saint-Pierre ou Martin Saint-Louis, Céline Dion, peu importe, nomme-les. Là. Je suis un peu déçu parce que tu t'en sors plutôt pas mal dans mes questions compliquées. Donc, du coup, on va essayer de remonter. Là, c'est vraiment la question la plus compliquée de l'interview. Tu verras qu'elle est extrêmement compliquée. Vas-y. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? Tu as l'opportunité avec cette baguette magique de faire apparaître le catcheur de ton choix que tu souhaiterais affronter si tu avais l'opportunité. Qui ça serait pour toi et pourquoi? Alors, un catcheur, je me doute bien que ça serait compliqué à en choisir un. Du coup, je t'en autorise 3, mais uniquement 3 parce que d'habitude je t'en demande 1, mais comme on me respecte tellement sur cette chaîne que un coup j'ai dit oui pour 3, donc du coup j'autorise 3 personnes. Mes 3 dream match. Dolph Ziggler, ça c'est évident. Ok. Dolph Ziggler, c'est quelqu'un que j'aimerais énormément affronter. Je pense que... en fait, c'est ma plus grande inspiration dans la lutte. À ça, je vais te rajouter One Called Manders, qui est plus du côté de la WXW en Allemagne ou la GCW aux États-Unis. Ça fallait que je t'en nomme un autre. Je vais essayer d'aller... C'est compliqué, hein, tu vois? Ouais, mais c'est parce que j'essaie de pas nommer, tu sais, les classiques. Edge. Oh, ok, oui. Lequel? Ouais. À son prime ou celui de maintenant? Honnêtement, peu importe. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Okay. Je pense que c'est un gars qui a réussi à se maintenir pas mal toute sa carrière. Par mais contre, non, Edge... Par contre, avec Edge, c'est un mec qui a pris un sacré coup de vieux. Hein. Oh, il s'est pris un sacré coup de vieux de gueule. Non, mais, non, mais parce que... Il y a 50 ans. Non, mais attends, excuse-moi. Quand tu regardes l'arbitre Charles Robinson, le mec, tu le regardes il y a 15 ans et tout, tu le regardes aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Je suis désolé. Mais Charles Robinson, c'est un vampire, tu savais pas? Comment? C'est un vampire, Charles Robinson, c'est pour ça qu'il vieillit pas. non, mais on est d'accord que Charles... Lui, non, mais... Lui et Michael Cole, c'est des vampires. Ah oui, non, mais ces gens-là, c'est incroyable. Non, mais c'est... Non, mais... Ouais, non, mais c'est ouf. Non, mais c'est ça. Je pense que si tu me demandes en choisir 3, c'est Dolph Ziggler, Edge et One Called Manders. Ok. Et du coup, on arrive vraiment bientôt à la fin. J'aurais peut-être encore allé... 2-3 questions et encore une fois merci à toi d'avoir accepté cette interview. La question là elle est aussi un peu importante pour moi. Je voulais savoir, tu disais tout à l'heure hein, que le fait que tu es dans le business, t'as plus exactement le même regard que tu avais avant, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que tu arrives tout de même, encore une fois, à prendre le temps de regarder un peu du catch et tout, et un petit peu à te laisser divertir, parce que c'est vrai que le fait d'être dans le business, parfois, tu vois, t'es plus trop surpris parce que tu sais ce qui arrive juste après et tout. Est-ce que parfois, t'arrives un petit peu à te déconnecter de ton cerveau, ou est-ce que c'est un peu compliqué par rapport à ça? Déconnecter mon cerveau à 100%, ça arrive pas tant.
Mais ouais, je regarde encore beaucoup la lutte. Tous les mercredis, je vais chez Tommy pour qu'on regarde la AEW. Je regarde la GCW une fois semaine. Je regarde la MLW quand j'ai le temps. Je regarde des shows indépendants aussi. Je regarde la All Japan quand ça tombe dans mon feed. Je regarde un peu de tout. Honnêtement, actuellement, j'ai encore énormément de plaisir à regarder de la lutte. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes de t'être lancé dans la lutte? Si tu devrais changer quelque chose, Aucunement. Okay. Je changerais rien. Ok. Et pareil, tu dirais quoi à toi petit? Si aujourd'hui tu avais l'opportunité de te voir toi à 8 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Pour ce qui arrive par la suite. Tu vois, le catch que tu découvrirais, tu dirais quoi à toi petit? En fait, j'aurais juste commencé à regarder la lutte un peu plus tôt. Ok. Je pense que c'est juste ça. Genre, yo, regarde TVA Sport à soir, tu vas voir, il y a des gars qui vont faire semblant de se battre. Ça, c'est cool. Ok. Et pareil, la dernière question, c'est toi qui vas choisir. Est-ce que tu as une anecdote parce que tout à l'heure tu nous en parlais, tu parlais d'une anecdote. Est-ce que tu en as une autre pour conclure cette interview? Je sais pas, peut-être un voyage, une soirée, je sais pas. Ça peut être quelque chose de drôle comme ça peut être quelque chose de moins drôle. En général, ça serait bien de finir positivement. Mais est-ce que tu as une anecdote qui t'est arrivée à toi ou que tu as pu voir? Après, si t'en as pas, c'est pas grave. On peut s'arrêter là, ici. Pas de souci. Une bonne anecdote. J'essaie de réfléchir. Ah, ouais, je regarde ça, puis ouais, j'ai une très très drôle anecdote. Donc, attends. Voilà. Voilà, donc je te présente Alex Galchenyuk, OK? OK. C'est un joueur de hockey qui a joué pour les Canadiens de Montréal. Et j'avais un show à Luc Laurentide. Et après mon match, c'était justement contre Derek Butler, Monsieur Smelling Salt. Et après mon match, j'étais en train d'enlever mon gear, j'étais en train de débriefer de mon match. Et t'as un bon ami à moi, Alex Cooper, qui vient me voir. Qui fait Hey, tu veux-tu une photo d'Alex Galchenyuk signée? Aucun contexte. Juste comme de même. Je fais ouais, I guess. Boum, il me donne la photo. Je regarde autour de moi, il s'en va. fait que là, je me suis ramassé avec une photo signée d'Alex Galchenyuk. Putain, c'est incroyable. Mais c'est sa vraie signature, c'est pas ton pote qui a fait genre un fake non, ou quoi que ce soit. c'est la vraie signature. C'est la vraie signature. Il y a le certificat d'authenticité en arrière. Ok, ah bah putain, franchement c'est pas mal. Et pareil, je voulais juste terminer sur ça par rapport au niveau du hockey. Est-ce que parce que moi j'ai déjà joué une seule fois au hockey, alors ne me demande plus le jeu, j'en sais rien. Est-ce que c'est vrai qu'on se bagarre dedans ou est-ce que c'est une connerie? Ouais, on se frappe vraiment sur la gueule? Ouais. Ok. Mais il y a des règles où tout est permis? Ah non, ben il y a des règles non écrites et des règles écrites. Là. Une fois que le gars il touche le sol, la bataille est finie. Pas de grappling. Sinon, un bon fight de gentleman. Ah, il doit y avoir de sacrées bagarres. Hein, Ouais. Oh, ouais. Ok. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci de ton invitation, c'est très apprécié. Je te laisse terminer avec ce que tu veux, promo, réseaux sociaux, où on peut te retrouver prochainement. Puis encore une fois, merci beaucoup. Sur tous les réseaux, Alex Pocket, ALEXPOCKET, tous les réseaux. Sinon, j'ai un match contre Gab Kovvik, un match unsanctioned à la FML qui s'en vient ce samedi. Je vais faire mes débuts à la JCW dans pas long. Fait que le 11 pour être exact. Et non, c'est pas mal ça. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'est très apprécié. Bah moi, c'était un véritable plaisir. T'as vu, on a quand même fait 1h30. Hein. En général, les gens ils me disent ouais, j'aurais rien à dire, mais on a toujours quelque chose à dire. Si je peux plugger mon podcast aussi, petit podcast de cinéma tu fais ce que tu veux, c'est ton moment à toi. Parfait, petit podcast de cinéma avec SDC. Ça sort tous les vendredis, les 2 bobines sur YouTube.
Très bon podcast à écouter en faisant la vaisselle vu que ça dure 2 heures. Bah, ça va. Et tu sais que ici, j'ai un record, je sais pas si je te l'ai dit, sur la chaîne, la plus grosse interview qu'elle a fait au nombre, pas de vues, hein, mais de durée 3h30. C'est avec qui? C'est avec un autre Québécois dont j'ai oublié le prénom et il me tuerait si j'ai oublié son prénom, mais faudrait que je le revoie parce que ça fait un moment que j'ai pas fait d'interview, donc faut que je regarde dans mes archives vidéo. J'ai vu que t'avais reçu Pee-Wee, puis ouais, il y en avait plein, donc PJ Black aussi, c'est cool. C'est ça, exactement. Sabou aussi, donc voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Allez, bye tout le monde. Salut. Salut, ciao.